À minuit, un drone silencieux fendait le ciel du Sahel, verrouillant sa cible comme un faucon mécanique prêt à frapper. 2 missiles, 4 minutes, un virage, Ibrahim Traoré échappe à la géométrie de la mort et, par ce simple geste, inverse le sens du récit. Que devient le pouvoir lorsque la technologie la plus froide rencontre une volonté que rien ne peut plier? Cette nuit-là, l'Afrique ne s'est pas seulement défendue, elle a commencé à écrire sa propre histoire. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse le fracas d'une explosion. C'est la frontière invisible entre l'obéissance et la souveraineté qui a tremblé. Dans un monde où les récits remplacent les balles, Ibrahim Traoré a compris que la seule victoire durable serait celle de la vérité rendue publique. La promesse est simple. Quand la peur change de camp, la dignité devient une arme. En décidant de tout révéler, il ne cherche pas la vengeance, mais l'équilibre. Il ne défie pas l'Occident. Il lui tend un miroir. Car ce drame ne concerne pas un seul convoi, mais la manière dont chaque nation africaine écrit son propre destin sous le regard des satellites. Les enjeux sont immenses. Si un président peut être ciblé sans procès, que vaut la sécurité de ceux qui le suivent ? C'est ici que commence la véritable bataille, celle du récit, du courage et de la mémoire collective. 2 missiles, tirés depuis un Reaper MQ-9, 4 minutes d'intervalle, 3 vies fauchées, et pourtant, la cible principale respire encore. Ce que les radars chinois ont enregistré cette nuit-là n'est pas une ombre ordinaire. C'est la preuve d'une traque planifiée, une frappe de précision contre un chef d'État en mouvement. Dans le centre de commandement de Ouagadougou, les officiers sont restés figés devant l'écran où un point rouge tourne sans cesse au-dessus de la route nationale 3. À 2000 pieds d'altitude, un drone de l'OTAN patrouille en silence pendant que le convoi présidentiel progresse dans la poussière du Sahel. Le chef de sécurité prend le combiné. Monsieur le Président, nous avons une présence suspecte. Ibrahim Traoré regarde par la vitre noire du 4x4 et ordonne simplement « Coupez les phares ». Quelques secondes plus tard, le convoi quitte la route principale pour s'enfoncer dans une piste latérale. Puis le tonnerre tombe, 2 explosions sèches, un cratère là où il devait passer. Le hasard vient de choisir son camp. 3 civils innocents meurent dans une voiture qui suivait le convoi, mais le président vit. Au matin, les soldats ramassent les fragments de métal fondu, lisent les lettres gravées. AGM 114 Made in USA. Les techniciens burkinabés, russes et chinois confirment le modèle, tandis que les radars fournissent les données de verrouillage et de tir. La preuve est irréfutable. Le drone a visé un véhicule en mouvement, pas une position terroriste. Mais ce jour-là, le président ne réagit pas par la colère. Il comprend que la vraie guerre ne se joue plus dans le ciel, mais dans l'esprit des peuples. En choisissant de répondre par la lumière, non par le feu, il change la nature même du combat et fait basculer le Sahel dans une nouvelle ère où chaque preuve devient un acte politique. Au petit matin, dans la base militaire de Ouagadougou, le capitaine Kaboré scrute les restes calcinés du véhicule. L'odeur de métal brûlé flotte encore et les soldats murmurent en « c'était pour lui ». Les fragments d'aluminium, les circuits tordus, tout raconte la même chose, la mort a frôlé le président. Pourtant, au lieu de riposter, Ibrahim Traoré convoque ses officiers et déclare « Nous ne rendrons pas le feu, nous rendrons la vérité ». Ces mots glacent l'assemblée plus sûrement qu'un ordre d'attaque. Un jeune lieutenant, témoin direct de la frappe, confie à la presse nationale « Ce jour-là, j'ai compris que notre chef ne combat pas seulement pour sa vie, mais pour notre image ». Pendant que les experts analysent les débris, le pays s'éveille dans un silence dense. Dans les marchés, dans les mosquées, dans les écoles, un même mot circule, dignité. Les journalistes indépendants, d'abord prudents, commencent à enquêter. Ils découvrent les coordonnées du drone, les enregistrements radars, les fragments portant des numéros de série américains. Ce qui aurait pu n'être qu'un incident devient une affaire d'État. La révélation crée une onde de choc moral. Si un président africain peut être visé ainsi, qu'en est-il du reste du continent ? Dans les cafés de Wahigouya, les anciens répètent « Il a survécu pour parler, donc nous écouterons ». Cette fois, la parole ne vient pas d'un diplomate, mais d'un survivant. Et ce survivant transforme chaque fragment de métal en symbole, chaque silence en accusation. Parce qu'un drone a raté sa cible, une nation a retrouvé sa voix.
Le jour se lève sur une capitale qui retient son souffle. Les écrans du centre de commandement affichent encore la trajectoire du drone. Les opérateurs rejouent les images thermiques. 2 impacts, 0 cible militaire identifiée. Autour de la table, les généraux se regardent sans parler. La frappe est une évidence, l'origine aussi. Un officier murmure « C'est un acte de guerre ». Mais Ibrahim Traoré garde le silence. Son visage ne trahit rien, sinon la fatigue d'un homme qui mesure la portée du moment. Quelques heures plus tard, il convoque ses ministres, ses conseillers, ses officiers. La salle est nue, sans drapeau. Il prononce des mots simples « Ils ont tenté de me tuer ». La phrase claque comme une détonation. Les caméras de la télévision nationale filment sans prompteur. Pas d'effet de manche, pas de mise en scène. L'image se répand à la vitesse d'un éclair. Les Burkinabés se réveillent en sursaut. Leur président vient de survivre à une frappe étrangère. Dans les rues, on allume les radios, on se rassemble devant les cafés. Les réseaux sociaux explosent. 10 millions de vues en quelques heures, 50 millions le lendemain, 200 millions en une semaine. Le message franchit les frontières, le silence de l'Afrique vient de se briser. À Bruxelles, le siège de l'OTAN s'agite. Un communiqué laconique paraît. L'Alliance n'a aucune implication dans des attaques contre des cibles civiles ou gouvernementales. Mais entre les lignes, le mensonge suinte. Washington réclame une rencontre d'urgence. Traoré la repousse. 3 jours, non par orgueil mais par principe. Quand on a tenté de t'assassiner, on ne sert pas le café le lendemain. Lorsqu'il finit par recevoir l'ambassadeur américain, le face-à-face est glacial. L'homme évoque une tragique erreur, un malentendu technique. Traoré déroule l'épreuve. Fragments, données radar, signatures électroniques. Puis il conclut « Vos drones ont verrouillé ma voiture. Vos missiles ont tué 3 civils. Ce n'est pas une erreur, c'est une décision. » L'ambassadeur blanchi, menace de sanctions. Traoré sourit. « Vous avez déjà essayé pire. Vous avez déjà tenté de me tuer. Que pouvez-vous faire de plus ?» Mais c'est pas ce sourire, capté par une caméra de sécurité, deviendra viral. C'est le visage d'un homme qui vient de désarmer la peur. 3 jours plus tard, 17 nations africaines publient des communiqués de soutien. Le Mali, le Niger, le Tchad, la Guinée, le Soudan, le Zimbabwe, tous dénoncent l'agression impérialiste. L'Union africaine convoque une session d'urgence. Une attaque contre un chef d'État africain est une attaque contre l'Afrique tout entière. Dans les rues de Ouagadougou, les foules scandent son nom. Les murs se couvrent d'inscriptions. Nos vies comptent, nos dirigeants aussi. Les femmes chantent, les jeunes peignent des drones rouges sur les façades. Le drone a raté sa cible, mais il a réveillé un continent. Cette frappe manquée devient le tournant d'une guerre invisible. L'arme n'était plus le missile, mais le récit. Et dans cette bataille nouvelle, Ibrahim Traoré vient d'imposer la règle. Celui qui contrôle la vérité contrôle le temps. Avant la frappe, le Burkina Faso était encore perçu comme un pays isolé, coincé entre les promesses occidentales et la méfiance régionale. 3 mois plus tard, les chiffres racontent une autre réalité. D'abord, la mobilisation populaire. Selon les données du ministère de la Communication, plus de 2,4 millions de Burkinabés ont participé, physiquement ou en ligne, aux manifestations de soutien au président. Ce chiffre, colossal pour un pays de 22 millions d'habitants, illustre un basculement. L'émotion est devenue mouvement. Chaque rassemblement, chaque marche prolonge l'acte de survie d'Ibrahim Traoré en un vote symbolique pour la dignité. Ensuite, la couverture médiatique. Avant l'attentat manqué, moins de 12% des articles internationaux mentionnaient le Burkina Faso dans un contexte positif. 6 semaines après, ce taux monte à 47%, selon une étude du Centre d'analyse panafricain. Les images de la frappe ont fait le tour du monde, mais celles de la riposte verbale ont redéfini la perception d'un continent. La statistique n'est pas qu'un pourcentage. C'est la preuve qu'une parole africaine peut occuper le premier plan sans filtre. Enfin, la recomposition diplomatique. 17 nations africaines ont signé un communiqué de solidarité, chiffre inédit depuis la création de l'Union africaine moderne. 3 d'entre elles, le Mali, le Niger, la Guinée, ont proposé une coordination militaire commune. En moins de 100 jours, la survie d'un homme s'est transformée en projet collectif. Les chancelleries occidentales parlent d'un effet Traoré, mélange d'admiration et d'inquiétude. Ces nombres ne sont pas abstraits. Ils traduisent une dynamique politique nouvelle.
mesurable. Là où les statistiques internationales notaient la fragilité, elles enregistrent désormais la résistance. Là où les graphiques montraient la dépendance, ils tracent aujourd'hui une courbe ascendante d'autonomie. Le delta est clair. En 3 mois, le Burkina Faso a gagné ce que d'autres perdent en une décennie, la confiance de ses citoyens. Mais Ibrahim Traoré sait qu'aucune donnée ne remplace la vigilance. Il fait compiler chaque rapport, chaque graphique, non pour flatter son ego, mais pour bâtir un argument. Car dans le monde moderne, la preuve chiffrée est une arme diplomatique. Et chaque pourcentage, chaque ratio devient un fragment de souveraineté. Lui qui a échappé à la mort veut maintenant rendre la vie mesurable, non en dollars, mais en dignité. Le 214e rapport, recensant les frappes de drones en Afrique, parle de 214 civils tués en 8 ans. Aucune enquête internationale ouverte. Ce nombre, froid et sec, est la dernière preuve. Il scelle la bascule. La vérité n'est plus une émotion. C'est une statistique devenue cri. Les chancelleries occidentales avancent 2 arguments pour minimiser l'affaire. Le premier, le drone aurait poursuivi une cible terroriste sans identifier le convoi présidentiel. Le second, la coopération sécuritaire régionale autoriserait certaines opérations conjointes dans l'espace sahélien. Sur le papier, ces explications paraissent cohérentes. Mais les données recueillies au Burkina Faso, en Russie et en Chine racontent une autre histoire. Le verrouillage du signal, la trajectoire circulaire, la vitesse constante et l'heure du tir prouvent une décision humaine, pas un automatisme. Les stratèges de l'OTAN soutiennent que la guerre moderne repose sur l'intelligence artificielle. L'erreur serait donc systémique. Ibrahim Traoré lui répond par un constat simple. Quand l'erreur coûte 3 vies civiles, ce n'est plus un bug, c'est un choix. Son argumentation, froide et méthodique, s'appuie sur les mêmes outils que ses accusateurs. Chiffres, séquences radar, rapports balistiques. Il ne cherche pas à humilier, mais à exposer. Et plus il montre, plus le déni s'effrite. Les observateurs indépendants européens admettent à demi-mot que l'enquête burkinabé dépasse les standards habituels. Un diplomate français confie anonymement. Leur transparence nous met dans l'embarras. Les analystes africains, eux, voient dans cette rigueur une mutation stratégique. Le continent apprend à plaider sa cause avec les instruments mêmes de ceux qui l'accusent. Le Stillman de Traoré n'est pas une diatribe, c'est une démonstration. Il retourne la logique adverse pour révéler ses contradictions. Les faits restent simples. 1 drone, 2 missiles, 3 morts, une vérité documentée, tout le reste est rhétorique. Et dans cette rhétorique, un président africain vient de battre ses opposants sur leur propre terrain. La maîtrise du récit par la preuve. Le débat n'oppose plus la foi à la raison, mais la peur à la cohérence. Et face à la peur, la cohérence finit toujours par gagner. Une idée a survécu à la frappe. Ce n'est plus seulement une affaire d'État, mais le déclencheur d'une révolution silencieuse. Dans les universités, les étudiants dissèquent les discours du président comme des manifestes. Dans les rues de Ouagadougou, des graffitis reprennent ces mots. La vérité est notre bouclier. Ibrahim Traoré devient le symbole d'une Afrique qui ne subit plus les récits, mais les écrits. Les rédactions occidentales hésitent. En parler, c'est admettre la faute. Se taire, c'est reconnaître la peur. Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux panafricains, les vidéos de la conférence présidentielle dépassent les 200 millions de vues. Les visages jeunes, connectés, relayent le message. Ils ont voulu tuer un homme. Ils ont réveillé un continent. Ce n'est plus un slogan, c'est une équation politique. Le pouvoir de l'image a changé de camp. Le drone devait effacer un chef, il a gravé un mythe. Et dans ce mythe, la technologie occidentale découvre son paradoxe. Plus elle frappe, plus elle révèle ce qu'elle voulait dissimuler. Dans les jours qui suivent le discours télévisé, le Burkina Faso connaît un phénomène inédit, l'unité. Les partis d'opposition suspendent leurs critiques, les syndicats s'alignent sur le mot d'ordre du gouvernement, souveraineté. Les statistiques internes montrent une hausse de 27% de la participation aux initiatives locales de sécurité et de production. Les radios communautaires diffusent en boucle la phrase de Ibrahim Traoré. Nous avons choisi la lumière. Pour la première fois depuis des décennies, la peur recule devant la conscience. Les ambassades occidentales resserrent leurs protocoles. À Bruxelles, on parle de tension temporaire.
Mais à Addis Abeba, siège de l'Union africaine, la réaction est plus directe. Une attaque contre un dirigeant africain équivaut à une attaque contre le continent tout entier. 17 États co-signent la résolution, tandis que 3, Mali, Niger, Guinée, initient la création d'une cellule de défense commune. Le Burkina Faso, hier isolé, devient soudain un pivot moral. Ce basculement n'est pas géopolitique, il est symbolique. L'Afrique s'affirme en sujet, non plus en objet. Les médias européens hésitent entre indignation et silence. Quelques titres évoquent l'incident du Sahel, d'autres parlent de erreurs techniques. Mais sur les chaînes panafricaines, les mêmes images défilent, les fragments de missiles, les radars, les visages des 3 civils tués. Ce décalage crée une fracture narrative. Les citoyens du Sud global cessent d'attendre la validation extérieure. Ils produisent leur propre documentation, leurs propres archives. Une nouvelle génération de journalistes indépendants émerge, nourrie par ce précédent. Les menaces de sanctions occidentales n'ont pas produit l'effet attendu. Certains programmes d'aide ont été suspendus, mais l'économie locale s'est adaptée. Les producteurs de coton et les artisans du métal ont lancé des coopératives d'autoproduction financées par la diaspora. Le slogan « Nous produisons ce qu'ils nous refusent » devient mot d'ordre national. Les indices économiques restent modestes, mais la perception change. La dépendance n'est plus un destin, c'est une erreur corrigible. Et dans les écoles, les enfants apprennent désormais le nom des 3 victimes comme celui de martyrs civils. La conséquence la plus forte n'est pourtant ni politique ni économique, elle est mentale. Le pays a cessé de douter de lui-même. Le drone n'a pas seulement manqué sa cible, il a révélé une vérité. Quand un peuple comprend la valeur de sa voix, plus aucune arme ne peut le réduire au silence. Si la dynamique actuelle se maintient, le Burkina Faso consolidera sa souveraineté tout en affrontant un isolement diplomatique partiel. Les partenariats africains se renforceront. Mali, Niger, Guinée continueront à mutualiser leurs ressources militaires et énergétiques. La population, encore soudée par l'émotion, devra apprendre la patience. La reconstruction d'un modèle indépendant demande du temps et de la rigueur. Sous la conduite d'Ibrahim Traoré, l'administration s'attachera à transformer la ferveur en institutions durables. Formation d'ingénieurs, révision des contrats miniers, réforme fiscale tournée vers le local. Ce scénario trace une stabilité nouvelle, lente mais réelle. Si l'élan panafricain persiste et s'élargit, l'Union africaine pourrait adopter une charte de défense commune. Les alliances techniques avec la Chine et la Russie accéléreraient la création de réseaux radars africains, réduisant la dépendance aux satellites occidentaux. Le Burkina Faso deviendrait un laboratoire de souveraineté, un modèle étudié dans les universités du continent. Les indices économiques remonteraient, portés par la production locale et les investissements internes. Dans ce scénario, la tentative d'assassinat se transformerait en acte fondateur. L'Afrique cesserait d'imiter pour commencer à inspirer. Si la pression économique et médiatique s'intensifie, si les aides se retirent plus vite que ne croît la production nationale, la tension pourrait revenir. Les rivalités politiques internes chercheraient à exploiter la fatigue populaire. Les partenaires extérieurs joueraient de la division, brandissant la menace de l'isolement financier. Dans ce cas, le risque ne serait pas la chute d'un homme, mais l'usure d'une idée. Celle qu'un pays pauvre puisse survivre debout. Quelle que soit l'issue, la décennie qui s'ouvre portera la trace de cette nuit. La frappe a échoué, mais elle a ouvert un compte à rebours, celui d'un continent sommé de choisir entre dépendance et dignité. Et dans ce compte à rebours, chaque jour comptera, non pour la survie d'un homme, mais pour la cohérence d'un destin collectif. Dans les quartiers populaires de Ouagadougou, les conversations ont changé de ton. On ne parle plus seulement de survie, mais de sens. Les chauffeurs de taxi citent des phrases d'Ibrahim Traoré à la radio comme on cite des proverbes. Dans les écoles, les instituteurs racontent la nuit du drone pour expliquer la souveraineté. Les plus jeunes ne retiennent pas la peur, mais la réplique « Nous avons choisi la lumière ». La jeunesse urbaine s'est approprié le récit. Des vidéastes, des rappeurs, des dessinateurs transforment le drame en art. Sur les murs, des fresques colorées rappellent les 3 victimes, tandis qu'une génération connectée fait circuler les images et les témoignages. Les hashtags Afrique debout et Burkina libre dépassent les frontières. Les diasporas s'organisent, collectent des fonds
expédite du matériel médical et scolaire. Chaque transfert, chaque message devient un acte de continuité symbolique. Les agriculteurs, eux, y voient une promesse concrète. Si l'on peut résister à un drone, on peut résister à la dépendance alimentaire. Les artisans redonnent vie aux ateliers, les coopératives locales refleurissent. Un élan de solidarité interne traverse le pays. On répare, on fabrique, on partage. La dignité s'est traduite en gestes quotidiens. Mais la transformation la plus profonde est invisible, c'est celle du regard. Les Burkinabés ne se voient plus comme les témoins impuissants d'une histoire écrite ailleurs. Ils en sont les auteurs. Et cette certitude, née d'un danger mortel, est devenue la plus grande victoire. Dans cette fierté retrouvée, l'émotion n'est plus un cri, c'est une discipline. Continuer à exister librement chaque jour sans attendre la permission. Face à la crise, le gouvernement burkinabé n'a pas choisi l'attente mais la construction. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une stratégie nommée souveraineté intégrale est lancée. Elle repose sur 5 axes précis, chacun lié à un acteur et à un calendrier. D'abord, la défense technologique. Les ingénieurs militaires, épaulés par des experts russes et chinois, développent un réseau radar continental. Objectif, couvrir 80% du ciel national d'ici 12 mois. La mesure du succès est claire, un système de détection indépendant sans serveur étranger. Ensuite, l'énergie. Des projets solaires et hydrogène sont installés dans le nord et l'est. Chaque centrale doit fournir 15% de la consommation nationale avant la fin de l'année prochaine. C'est une manière de dire que la souveraineté commence par l'électricité, puis l'économie locale. Les coopératives d'artisans et d'agriculteurs reçoivent un fonds d'investissement citoyen. Les premiers bilans montrent une augmentation de 22% des productions locales en 6 mois. Ensuite, la reconstruction morale. Des programmes éducatifs intègrent désormais la notion de dignité civique et de responsabilité collective. Dans les écoles, les enfants apprennent que la liberté ne se reçoit pas, elle s'exerce. Enfin, la diplomatie de vérité. Chaque mois, un rapport public détaille les frappes étrangères recensées sur le continent. Le but n'est pas la provocation, mais la transparence. Cette feuille de route n'est pas une défense, c'est une méthode. Elle traduit en action la phrase fondatrice du président. La souveraineté n'est pas un discours, c'est une habitude. La nuit du drone, celle des phares éteints et du virage soudain, n'était pas une fuite. C'était une promesse. Ce moment suspendu dans le désert, quand le convoi s'est glissé hors du faisceau de la mort, résume le parcours entier du pays. Ibrahim Traoré, en refusant la panique, a offert au continent un miroir, celui d'une force tranquille née de la lucidité. Aujourd'hui encore, les soldats racontent ce silence avant l'explosion, les civils se souviennent du ciel incandescent, mais tous y lisent autre chose, le commencement d'une conscience. Dans les rues de Ouagadougou, les enfants rejouent à la scène avec des voitures miniatures et disent un pain, c'est là qu'il a tourné. Le geste est devenu symbole, l'art de survivre sans renoncer. Cette histoire, transmise de bouche en bouche, a remplacé la peur par le respect. Le monde l'appelle l'effet Traoré. Mais pour les Burkinabés, c'est simplement le retour à soi. Parce que au-delà des missiles et des chiffres, une vérité demeure. Les idées survivent toujours aux armes. Ce soir-là, le drone a raté sa cible, mais il a touché ce que personne ne pourra jamais détruire, la dignité d'un peuple debout. L'histoire que vous venez d'entendre n'est pas celle d'un miracle, mais d'une décision. Elle ne demande pas d'admiration, seulement de mémoire. Car si un drone a pu manquer sa cible, c'est peut-être que la vérité avait choisi son camp. Ibrahim Traoré n'a pas survécu pour devenir une icône, mais pour rappeler que la souveraineté n'est pas un privilège réservé à quelques nations, c'est un droit aussi fragile que vivant. Alors, partagez cette histoire. Faites-la voyager, discutez-la, contredisez-la, mais ne la laissez pas disparaître, parce qu'une vérité répétée 1000 fois devient un rempart, et qu'à force d'être transmise, elle cesse d'appartenir à un seul homme pour devenir le bien commun d'un peuple. La prochaine fois qu'un écran montrera un ciel lointain, souvenez-vous, chaque pixel cache un choix moral. Le nôtre, ici, est simple. Continuez à regarder, à comprendre, à résister par la parole. L'Afrique s'est réveillée. Le reste du monde peut encore choisir de l'écouter.